15 janvier 1943, 7 heures du matin. Quartier général du corps alpin, fleuve Don, région de Voronezh, URSS. Le général Gabriele Nassi était assis à sa table et regardait la carte. Des flèches rouges de toutes parts. L'offensive soviétique, le front hongrois était percé. Les positions allemandes s'effondraient. Le corps alpin italien, 60 000 chasseurs alpins, se retrouvaient dans la poche. Encerclés. La liaison avec l'arrière était perdue. Le ravitaillement coupé. Dans 2 ou 3 jours, la nourriture manquerait. Dans 1 semaine, les munitions. Et après, Nassi contacta le commandement allemand par radio. Demande autorisation de repli, corps encerclé, nécessité de battre en retraite vers l'ouest avant qu'il ne soit trop tard. La réponse arriva 1 heure plus tard, froide, catégorique. Repli interdit, tenir les positions à tout prix, camions d'évacuation indisponibles. Tous les véhicules de transport sont utilisés pour l'évacuation des unités allemandes. Les troupes italiennes se retirent à pied ou restent sur leur position. Nassi relut le radiogramme 3 fois. Il n'arrivait pas à y croire. Camions d'évacuation indisponibles. Les Allemands avaient pris tous les camions pour eux. Les Italiens devaient marcher à pied, 500 km, dans la neige, par moins 30 degrés. C'était une condamnation à mort. Des milliers mourraient. Des dizaines de milliers. Mais il n'y avait pas d'autre choix. Rester, c'était être anéanti par les troupes soviétiques en quelques jours. Marcher à pied, c'était au moins une chance de salut. Nassi réunit les commandants de division. Le général Luigi Reverberi de la division Tridentina, le général Emilio Battisti de la Giulia, le général Carlo Battisti de la Cuneiense. Ils entrèrent dans l'abri de commandement, virent le visage de Nassi et comprirent. Mauvaise nouvelle. Très mauvaise. Nassi ne perdit pas de temps en préambule. Il leur montra le radiogramme. « Messieurs, les Allemands nous ont refusé le transport. Ils ont pris tous les camions pour évacuer leurs propres troupes. Nous nous retirons à pied. 500 km. Du Don à Valoïki. Dans la neige. Dans le gel. Nous prenons seulement les armes, les munitions, un minimum de vivres. Le reste est abandonné. Les blessés sont chargés sur des traîneaux. Ceux qui ne peuvent pas marcher sont laissés. Nous n'avons pas le choix. » Battisti pâlit. « Mon général, à pied 500 km. Mes soldats sont en uniforme d'été. Ils n'ont pas de chaussures d'hiver, ils vont geler. » Nassi hocha la tête. « Je sais. Beaucoup mourront. Peut-être la plupart. Mais si nous restons ici, nous mourrons tous. Alors nous partons. Départ ce soir, à 2 heures. Préparez vos troupes. » Reverberi demanda. « Et les Allemands, couvriront-ils notre repli ?» Nassi eut un sourire amer. « Les Allemands se retirent déjà. Sans nous. C'est chacun pour soi. Telle est la guerre. » Le soir du 15 janvier, l'ordre parcourut les positions alpines. « Préparez-vous à marcher. Prenez seulement le nécessaire. Armes, munitions, une tenue de rechange, des vivres pour 3 jours. Le reste, détruisez-le. Brûlez les documents, faites sauter les dépôts. Mettez hors service le matériel lourd. Rien ne doit tomber aux mains de l'ennemi. » Les soldats ne comprenaient pas. Où allons-nous ? Pourquoi tout détruire ? Mais les officiers n'expliquaient pas. Ils répétaient simplement « Ordre, exécution ». Le capitaine Nino Bevilacqua du bataillon Valtiese parcourait les abris, regardant les soldats préparer leurs affaires. Ils faisaient leur sac à dos. Les lettres de leur famille, les photos, les effets personnels. Tout était laissé. Ils ne prenaient que le fusil, les cartouches, les grenades, la gamelle, la cuillère. Un soldat, Marco Greco, 18 ans, pleurait en regardant la photo de sa mère. « Mon capitaine, je dois laisser ça ?» Bevilacqua hocha la tête. « Oui, soldat. Une photo, c'est lourd. Chaque gramme comptera. Désolé. » Greco embrassa la photo, la posa sur sa couchette, se retourna et sortit, sans plus un regard en arrière. Il ne savait pas qu'il ne reverrait jamais le visage de sa mère. À 2 heures du matin, le 16 janvier, la colonne se mit en marche. 60 000 alpini, plus environ 30 000 soldats allemands et hongrois, près de 90 000 hommes au total. Ils sortirent de leurs tranchées, se formèrent en colonne et se dirigèrent vers l'ouest. Dans l'obscurité, en silence, seul le crissement de la neige sous leurs bottes. Température, moins 32 degrés. Le vent transperçait les eaux. Et ce n'était que le début. 16 janvier, premier jour de marche. La colonne a parcouru 20 km. Cela peut sembler peu, mais dans ces conditions, c'est un exploit. De la neige jusqu'aux genoux. Température, moins 34. Les soldats sont en uniforme d'été,
Le commandement italien n'a pas fourni d'équipement d'hiver. La plupart ont des chaussures d'été, en cuir, pas conçues pour un tel froid. À la fin de la première journée de marche, les chaussures de la moitié des soldats commencent à se désagréger. Les semelles se décollent, le cuir se fissure, les pieds gèlent. Le sergent Pietro Ricci du bataillon Tirano s'arrête à une halte, enlève ses bottes, regarde. La semelle de la botte gauche est à moitié décollée. Elle claque en marchant. Ricci essaie de la clouer. Ça ne marche pas. Le cuir est trop gelé, il se fissure. Il enroule la botte de chiffon, la remet. Ça tiendra un jour, peut-être deux. Puis il marchera pieds nus, dans la neige, par -30. Ricci sait ce que cela signifie. Gelure, gangrène, amputation, ou la mort. Mais il n'y a pas le choix. Marcher ou mourir ici. À côté de lui est assis le soldat Luigi Morettini. Il enlève ses bottes et pousse un cri. Ses orteils sont noirs. Gelure. Déjà. Le premier jour. Morettini essaie de se frotter les orteils. Une douleur fulgurante lui traverse la jambe. Il crie. Des camarades accourent. « Luigi, qu'est-ce qui se passe ?» Morettini montre ses pieds. Des orteils noirs. Ricci regarde et secoue la tête. « C'est grave, il faut un médecin. Vite !» Il transporte Morettini jusqu'aux infirmiers. Le médecin examine. Le diagnostic est sombre. Gelure au 3e degré. Il faut amputer. Mais nous n'avons pas le matériel. Pas d'anesthésie. Rien. Je peux seulement bander. Rien de plus. Morettini regarde le médecin. « Je vais mourir ?» Le médecin ne répond pas. Baisse simplement les yeux. Morettini comprend. Oui, il va mourir. La seule question est... Quand ? Dans un jour ? 2 ? Une semaine ? À la fin de la première journée de marche, la colonne a perdu 300 hommes. Certains sont restés en arrière, d'autres se sont simplement assis dans la neige et ne se sont pas relevés. Épuisés, gelés, ils n'avaient plus la force de continuer. Leurs camarades essayaient de les relever. « Debout, il ne faut pas s'arrêter, tu vas geler !» Mais beaucoup ne se relevaient pas. Ils restaient simplement assis dans la neige, regardant d'un air vide. « Allez-y, laissez-moi, je suis fatigué, je veux dormir. » Et leurs camarades partaient, car ils ne pouvaient pas s'arrêter. S'arrêter signifiait la mort pour tous. La colonne continuait, et derrière, dans la neige, restaient les corps. 300 le premier jour. Ce n'était que le début. 17 janvier, 2e jour. La colonne a parcouru 18 km de plus, moins qu'hier, parce que les soldats faiblissent. Les chaussures de plus en plus d'hommes se désagrègent. À la fin de la 2e journée, environ 3000 alpini marchent avec des bottes enveloppées de chiffons, de cordes, de fils de fer, n'importe quoi pour qu'elles tiennent. Environ 500 autres marchent pratiquement pieds nus. Leurs pieds saignent, laissant des traces rouges dans la neige. Chaque pas est une douleur insupportable, mais ils marchent. Car s'ils s'arrêtent, ils gèleront en quelques minutes. Le caporal Antonio Ferrante du bataillon Val Camonica a perdu ses 2 bottes le 2e jour. Les semelles se sont complètement décollées et les bottes sont tombées en morceaux. Ferrante a enveloppé ses pieds de chiffon, de bandes moltières, de morceaux de couverture. Il a enfilé des sacs par-dessus, a attaché avec des cordes. Cela gardait la chaleur pendant 20 minutes, puis les sacs se mouillaient de neige, les pieds gelaient. Ferrante s'arrêtait toutes les heures, enlevait les sacs, essorait l'eau, les remettait. Cela lui donnait 20 minutes de plus, et ainsi de suite, toute la journée. Le soir du 2e jour, les orteils de Ferrante étaient noirs, gelures. Il savait qu'ils étaient perdus, mais il continuait à marcher. Car tant qu'il a des jambes, il faut marcher. La colonne a commencé à être attaquée par des skieurs soviétiques. Ils surgissaient soudainement de lisières de forêt, ouvraient le feu, disparaissaient. Une tactique de guérilla. Les Italiens ne pouvaient pas riposter efficacement. Trop lents, trop épuisés. Le 2e jour, 7 attaques de skieurs soviétiques, 112 Italiens tués, 238 blessés. Les blessés étaient chargés sur des traîneaux, mais les traîneaux manquaient. Les grands blessés étaient laissés, dans la neige, avec une arme, pour qu'ils puissent se suicider quand la douleur deviendrait insupportable. C'était une pratique terrible, mais il n'y avait pas d'alternative. Le lieutenant Carlo Vitti du bataillon Val Chiese a laissé son ami, le lieutenant Marco Rossi, dans la neige le 2e jour. Rossi avait été blessé à l'abdomen par un éclat d'obus lors d'une attaque de skieurs. Le médecin l'a examiné, a secoué la tête. 24 heures, peut-être moins. Désolé. Rossi a compris. Il a demandé à Vitti « Carlo, ne me laisse pas vivant. Quand le moment viendra, achève-moi, s'il te plaît. Je ne veux pas mourir lentement. » Vitti pleurait. « Marco, je ne peux pas. Tu es mon ami. » Rossi lui a saisi la main. « C'est justement pour ça que tu dois le faire. Les amis ne laissent pas leurs amis souffrir.
S'il te plaît. Viti a hoché la tête, ne pouvait pas parler. Ils ont allongé Rossi près d'un arbre, lui ont donné un pistolet, une balle dans le canon. Viti a serré son ami dans ses bras. Adieu mon frère. Rossi a souri faiblement. Va, survis, pour nous deux. Viti s'est retourné et est parti. 10 minutes plus tard, il a entendu un coup de feu derrière lui. Un seul. Il ne s'est pas retourné. Il a simplement continué à marcher, les larmes gelées sur son visage. À la fin de la deuxième journée, la colonne a perdu 800 hommes de plus. Tués, blessés, restés en arrière, gelés. 1100 en 2 jours. Le général Nassi a compris que si cela continuait, la colonne fondrait en 3 semaines. 500 km de route. À cette vitesse, 1 mois de marche. Ils mourraient tous avant. Il fallait accélérer. Mais comment ? Les soldats tiennent à peine debout. 18 janvier, 3e jour. Ce que tout le monde craignait arriva. Un blizzard se leva. Une tempête de neige. Un vent de 60 km à l'heure. La neige volait à l'horizontale, cinglant les visages. Visibilité 5 mètres. La température chuta à moins 38 degrés. Avec le vent, la sensation était de moins 55. C'était au-delà de l'endurance humaine. La colonne s'arrêta. Marcher dans une telle tempête était un suicide. Les gens se perdraient, resteraient en arrière, gèleraient. Il fallait attendre. Mais où ? Pas de village à proximité, seulement la steppe. Les soldats creusèrent des trous dans la neige, s'y blottirent, serrés les uns contre les autres, se couvrant de ce qu'ils pouvaient, des toiles de tente, des couvertures, même les corps de leurs camarades morts. Ils attendirent la fin de la tempête. Elle dura 18 heures. Pendant ces 18 heures, 2000 personnes moururent dans les trous de neige, gelées. Certains s'endormirent et ne se réveillèrent pas. D'autres restèrent assis, regardant dans le vide, cessèrent de respirer. Le matin du 19 janvier, quand la tempête cessa, les survivants sortirent des trous. Ils trouvèrent leurs camarades morts à côté d'eux. Ceux qui étaient vivants hier étaient des cadavres aujourd'hui, gelés, les yeux ouverts. On ne les enterra pas, on les laissa simplement dans les trous. La neige les recouvrirait. Le capitaine Bevilacqua sortit de son trou. Il y avait 5 soldats avec lui. Quand il sortit, seuls 3 se levèrent. 2 restèrent allongés. Bevilacqua s'approcha d'eux, les secoua par l'épaule. Aucune réaction. Mort. Il leur ferma les yeux, les signa, sortit du trou. Les 3 soldats survivants le regardaient, attendant un ordre. Bevilacqua dit doucement « On y va ». Ils partirent, laissant 2 camarades dans le trou. La neige les recouvrait déjà. La colonne repartit, mais elle était plus petite maintenant. Des 90 000 qui avaient commencé la marche 3 jours plus tôt, il en restait environ 85 000. 5 000 étaient morts en 3 jours. 1600 par jour. 67 par heure. Plus d'1 personne par minute. La colonne mourait, à chaque pas, à chaque heure. 20 janvier, 5e jour. La colonne atteint le village d'Arbouzovka. Un petit village, une trentaine de maisons. Il était occupé par des troupes soviétiques, environ 200 soldats. Les Alpini attaquèrent, non pas parce qu'ils voulaient se battre, mais parce qu'ils avaient besoin du village, d'un toit, de chaleur, de nourriture. Ils donnèrent l'assaut avec désespoir, prirent le village en 1 heure. Pertes, 38 tués, 71 blessés. Les troupes soviétiques se retirèrent. Les Italiens firent irruption dans les maisons, allumèrent les poêles, se réchauffèrent. Pour la première fois en 5 jours, ils étaient au chaud. Beaucoup pleuraient. Ils restaient simplement assis près du poêle et pleuraient. Les soldats enlevèrent leurs chaussures, ou ce qu'il en restait, regardèrent leurs pieds. Des orteils noirs, des pieds enflés, des plaies saignantes. Les médecins passaient de maison en maison, examinaient. Les diagnostics étaient uniformes. Gelure au 2e degré, 3e, 4e. Il faut amputer. Mais je ne peux pas. Pas d'instrument. Pas d'anesthésie. Les soldats hochaient la tête. Ils comprenaient. Ils allaient mourir. La seule question était à quelle vitesse. Le général Massy ordonna de passer la nuit dans le village, de donner du repos aux soldats. Une nuit. C'était un luxe, mais une nécessité. Les gens tombaient de fatigue. Ils dormirent 16 heures d'affilée, tombant simplement sur le sol et s'endormant instantanément. Le matin du 21 janvier, on eut du mal à les réveiller. Beaucoup ne se levèrent pas, morts dans leur sommeil, d'épuisement, de gelure, de maladie.
320 moururent pendant la nuit à Arbouzovka. On les laissa dans les maisons. La colonne repartit. 22 janvier, 7e jour. La colonne a parcouru 120 km. Il en reste 380. Mais l'état des hommes est critique. La moitié a des gelures. Un tiers est atteint de pneumonie, de bronchite, de typhus. Un quart est blessé. Il reste environ 20 000 hommes valides. Les autres tiennent à peine debout. Et puis, ce qui brisa le moral de beaucoup arriva. La nourriture s'épuisa. Les réserves emportées étaient prévues pour 3 jours. 7 jours avaient passé. Les 4 derniers jours, ils avaient mangé la moitié de leur ration. Maintenant, même cela était fini. Les soldats cherchaient de la nourriture partout, fouillaient la neige, espérant trouver quelque chose. Mangeaient de l'écorce d'arbres, faisaient bouillir des ceintures en cuir, tuaient et mangeaient les chevaux, les quelques-uns qui tiraient les traîneaux des blessés. Quand les chevaux furent finis, ils commencèrent à mourir de faim. Le soldat Marco Greco, ce jeune de 18 ans qui avait laissé la photo de sa mère sur sa couchette, était assis près d'un feu et pleurait. Il n'avait pas mangé depuis 3 jours. Son estomac le tordait de faim. Il était prêt à manger n'importe quoi. À côté, gisait le cadavre gelé d'un camarade. Greco regardait le cadavre, pensait à l'impensable. Manger ? Il secoua la tête. Non, je ne peux pas. C'est un homme, mon camarade. Mais la faim était plus forte. Greco sortit son couteau, rampa jusqu'au cadavre, tendit la main, et là, le sergent Ricci lui saisit la main. « Ne fais pas ça, gamin. Ne deviens pas un animal. Nous sommes des hommes, on tient bon. » Greco éclata en sanglots. « Mais j'ai si faim. Je meurs. » Ricci le serra dans ses bras. « On meurt tous, gamin. Mais on meurt en hommes, pas en animaux. » Cette nuit-là, Greco mourut, d'épuisement. Ricci était assis à côté de lui tenait la main. Avant de mourir, Greco murmura « Maman, pardonne-moi. Je ne reviendrai pas. » Ricci pleura. Ce gamin n'aurait pas dû mourir. Il avait 18 ans, toute la vie devant lui. Mais il est mort ici, dans la neige, de faim, à des milliers de kilomètres de chez lui. Ricci lui ferma les yeux, s'allongea à côté de lui, s'endormit. Le matin, il se leva et continua sa route, laissant Greco dans la neige. Un corps de plus dans la chaîne infinie de cadavres que la colonne laissait derrière elle. 24 janvier, 9e jour. La division Giulia cessa d'exister en tant qu'unité de combat. Sur les 12 000 soldats qui avaient commencé la marche, il en restait environ 1200. 10 800 étaient morts, 90% de pertes. C'était une catastrophe. Le général Battisti, commandant de la division, réunit les officiers survivants. Ils étaient 7 sur 112. Battisti dit « Messieurs, la division Giulia est anéantie. Nous ne sommes plus une unité de combat. Nous sommes juste un groupe de survivants. J'ordonne de brûler les drapeaux des régiments. Ne les laissons pas à l'ennemi. » Les officiers se turent. Brûler les drapeaux ? C'est sacré. C'est l'âme du régiment. C'est l'histoire écrite dans le sang de générations. Mais Battisti avait raison. Mieux vaut brûler que de le donner à l'ennemi. Ils sortirent les drapeaux, les déployèrent. Vieux, usés, troués de balles. 100 ans d'histoire. Des centaines de batailles. Des milliers de morts. Tout cela dans ces drapeaux. Les officiers pleuraient en les regardant. Puis ils y mirent le feu. Les drapeaux s'enflammèrent, brûlèrent, se réduisirent en cendres. Les officiers se tenaient au garde-à-vous, saluaient, pleuraient. C'était une cérémonie funéraire. La division Giulia était morte. Le 26 janvier, le même sort frappa la division Cuneense. Sur 12 000, il en restait environ 1000. 11 000 étaient morts. Le général Battisti ordonna de brûler les drapeaux. Les officiers pleurèrent, mais exécutèrent l'ordre. La division Cuneense était morte. Il ne restait qu'une seule division apte au combat, la Tridentina. Sur 12 000, elle en avait perdu environ 6 000, 50%. Des pertes terribles. Mais ils pouvaient encore se battre. Ils devinrent l'arrière-garde de la colonne, couvrant la retraite des autres, contenant les troupes soviétiques. Ils mouraient pour que les autres puissent marcher. C'était leur devoir. Le devoir des Alpini. Partir les derniers, mourir les premiers. 27 janvier, 12e jour. La colonne atteint le fleuve Oskol. Un large fleuve, gelé. La glace. Il faut traverser. Mais la glace est fine, dangereuse.
Les éclaireurs rapportèrent « La glace tiendra un homme, peut-être deux, mais pas plus. Il faut traverser en file indienne, un par un, avec un intervalle. » Cela signifiait que la traversée prendrait des heures, des dizaines de milliers d'hommes, marchant, un par un. Mais il n'y avait pas d'autre chemin. La colonne commença à traverser, un par un, lentement. La glace craquait, pliait. Certains passèrent à travers, hurlèrent, l'eau glacée, la mort en quelques secondes. Des camarades tentaient de les sortir. Parfois, ils y parvenaient. Le plus souvent, non. 237 hommes se noyèrent pendant la traversée du fleuve. Leurs corps restèrent sous la glace. Le sergent Ritchie traversait le fleuve et entendait la glace craquer sous ses pieds. Chaque pas pouvait être le dernier. Tomber, c'était la mort. Il marchait lentement, prudemment, ne respirait pas. Marchait, c'est tout. Un pas, un autre pas, encore un. Finalement, il atteignit la rive opposée, tomba dans la neige, resta là, haletant. Il avait survécu. Encore. Pourquoi? La chance? Le destin? Dieu? Ritchie l'ignorait. Mais il était en vie. Pour l'instant. Quand la colonne eut complètement traversé le fleuve, il était déjà tard dans la soirée. Ils décidèrent de passer la nuit sur cette rive. Les soldats installèrent un camp, des feux, un peu de nourriture, trouvée dans un village en ruine à proximité. Ils firent cuire une bouillie avec ce qu'ils trouvèrent, mangèrent. C'était le premier repas en 4 jours. Beaucoup pleurèrent de joie. Juste une bouillie, mais c'était la vie. 1er février, 16e jour. La colonne a parcouru 250 km, la moitié du chemin. Mais l'état des hommes est catastrophique. Sur les 90 000 qui ont commencé la marche, il en reste environ 45 000. 45 000 sont morts en 16 jours, 2800 par jour, 116 par heure, près de 2 personnes par minute. La colonne fondait, disparaissait, se dissolvait dans la neige. Le général Reverberi, commandant de la division Tridentina, la seule division encore apte au combat, reçut un ordre de Nashi. Couvrir la retraite de la colonne, contenir les troupes soviétiques jusqu'à ce que la colonne soit hors de danger, à n'importe quel prix. Reverberi comprenait ce que cela signifiait, sacrifier sa division pour sauver la colonne. 6 000 hommes mourraient pour que 39 000 puissent vivre. C'était un choix rationnel, mais cela ne le rendait pas plus facile. Reverberi réunit ses officiers. « Messieurs, nous sommes l'arrière-garde. Nous restons. Nous tenons les soviétiques. Jusqu'à ce que la colonne soit partie. C'est notre mission. Notre devoir. Les Alpini sont toujours les derniers. Préparez les hommes. » La division Tridentina resta. Prit position sur les collines. Attendit les troupes soviétiques. Elles arrivèrent le 3 février. Environ 10 000 soldats, des chars, de l'artillerie. Les Alpini les accueillirent par le feu. Le combat dura 8 heures. Les Alpini se battirent désespérément. Ils savaient qu'ils allaient mourir. Mais ils donneraient le temps à la colonne de s'échapper. En 8 heures de combat, la division Tridentina perdit 3 000 hommes tués, la moitié. Mais ils avaient accompli leur mission. Les troupes soviétiques n'avaient pas percé. La colonne était partie. Le soir du 3 février, Reverberi ordonna la retraite. Les restes de la division, 3 000 hommes, se dirigèrent vers l'ouest, derrière la colonne. Ils la rattrapèrent 2 jours plus tard, épuisés, blessés, à moitié morts. Mais ayant accompli leur ordre, les Alpini ne déçoivent jamais. 5 février, 20e jour. La colonne atteint le village de Nikolaïevka. C'était un point clé. Par Nikolaïevka passait la seule route vers l'ouest, vers les positions allemandes de Valouiki. Mais Nikolaïevka était occupée par les troupes soviétiques, environ 6 000 soldats, une défense fortifiée, impossible de contourner. Il fallait donner l'assaut. Le général Nassy prit une décision. Nous donnons l'assaut. La division Tridentina portera le coup principal. Les autres couvriront les flancs. Attaque à l'aube. Les restes de la Tridentina, 3 000 hommes, se préparèrent pour leur dernier combat. Ils savaient que beaucoup ne survivraient pas. Mais s'ils ne perçaient pas, personne ne survivrait. Toute la colonne mourrait. Alors ils y iraient, pour une dernière attaque. Aube du 6 février, les Alpini passèrent à l'attaque. 3 000 contre 6 000. Ils coururent à travers un champ enneigé sous le feu. Tombèrent, moururent, mais continuèrent de courir. Ils firent irruption dans Nikolaïevka, corps à corps,
Baïonnette, couteau, crosse. 14 heures de combat. Le soir, Nikolaïevka était prise. Le prix, 1800 tués sur 3000. 60% de pertes. La division Tridentina est morte à Nikolaïevka, mais la route était ouverte. La colonne passa. 10 février, 24e jour. La colonne atteint les positions allemandes près de Valouiki. Ils étaient sauvés. Sur les 90 000 hommes qui avaient commencé la marche 24 jours plus tôt, environ 15 000 étaient arrivés. 75 000 étaient morts. 83% de pertes. C'était l'une des pires catastrophes de l'histoire de la guerre. Les soldats allemands regardaient la colonne avec horreur. Ce n'étaient pas des hommes, c'étaient des fantômes. Maigres, sales, gelés, mutilés. Sans doigts, sans oreilles, sur des béquilles. Certains étaient portés. Les Allemands donnaient de la nourriture, de l'eau, des couvertures. Les Alpini mangeaient et pleuraient. Ils avaient survécu, par miracle. Le capitaine Bevilacqua était assis dans une tente allemande, buvant une soupe chaude. Il pleurait. De son bataillon Valchiese de 800 hommes, il en restait 73. 727 étaient morts. 91% de pertes. Son bataillon était anéanti. Mais il était en vie. Pourquoi ? Il l'ignorait. Le sergent Ricci était assis à côté de lui. Lui aussi avait survécu. De sa compagnie de 42 hommes, il était le seul. 41 étaient morts. Il les avait vus mourir. Un par un. De froid, de faim, de blessures, de maladie. Il était le seul survivant. La culpabilité du survivant l'écrasait. Pourquoi suis-je en vie et eux morts ? Pas de réponse. C'était juste arrivé comme ça. Le général Réverbéry gisait à l'hôpital. 2 blessures reçues à Nikolaïevka. Il avait survécu. Sa division Tridentina était morte. Sur 12 000, il en restait 1200. 10 800 étaient morts. 90%. Sa faute. Il était le commandant. Il était responsable. Chaque nuit, il voyait leur visage, les morts. Il venait dans ses rêves, lui demandait « Pourquoi ne nous as-tu pas sauvés ?» Réverbéry ne pouvait pas répondre, parce qu'il ne savait pas. Mars 1943, Italie. Les survivants rentrèrent chez eux, leurs familles les accueillirent, la joie des retrouvailles, mais aussi le chagrin de la perte. Sur les 60 000 Alpini envoyés en Russie, 11 000 étaient revenus, 49 000 n'étaient pas revenus. 82% de pertes. Des milliers de familles reçurent des avis « Votre fils, mari, frère est porté disparu. Pas tué, disparu. » Cela signifiait que personne ne savait où il était, vivant ou mort. Les familles attendirent, des années, des décennies, mais beaucoup ne connurent jamais la vérité. La mère du soldat Marco Greco, ce garçon de 18 ans mort de faim le 7e jour de la marche, attendit son fils jusqu'en 1960. 17 ans. Chaque jour, elle sortait sur le perron, regardait la route, attendait. Peut-être qu'aujourd'hui il reviendrait, mais il ne revenait pas. En 1960, elle reçut un avis définitif. Le soldat Marco Greco est déclaré mort, présumé décédé entre le 16 janvier et le 10 février 1943 sur le territoire de l'URSS. Lieu d'inhumation inconnu. Elle pleura. Elle avait attendu 17 ans, et apprenait qu'elle avait attendu en vain. Son fils était mort, quelque part dans les neiges de Russie. Elle ne verrait jamais sa tombe. Le gouvernement italien n'aidait pas les familles. Pas d'indemnité, pas de pension, rien. Car la campagne de Russie était une honte, une catastrophe. L'État voulait oublier, et il oublia. Les familles restèrent seules, avec leurs chagrins, leurs pertes, et le souvenir de ceux qui n'étaient pas revenus. Année 1950-1980, les vétérans se turent, ne racontèrent pas ce qu'ils avaient vécu. C'était trop douloureux, trop effrayant. La société ne voulait pas écouter, elle voulait oublier la guerre, aller de l'avant, construire l'avenir. Les vétérans comprenaient, ils se turent, mais les cauchemars continuaient, toutes les nuits. 30 ans, 40, 50, les neiges de Russie ne les lâchaient pas. En 1959, Mario Rigoni Stern publia « Le sergent dans la neige », ses mémoires sur la marche de la mort, sur la façon dont 60 000 Alpini avaient marché 500 km dans la neige par -30, sur la façon dont ils mouraient par milliers, sur la façon dont les Allemands les avaient abandonnés. Le livre devint un best-seller. Les Italiens le lurent et apprirent la vérité. La marche de la mort n'était pas la retraite héroïque que la propagande avait vantée. La marche de la mort était une catastrophe. Une trahison, une tragédie. Les vétérans commencèrent à parler.
à raconter leurs histoires. Dans les années 1970, ils créèrent l'Association des Alpinis de Russie, se regroupèrent, se rencontraient, se souvenaient. Chaque année, le 16 janvier, anniversaire du début de la marche, ils se rassemblaient devant les monuments, déposaient des fleurs. 1 minute de silence. Pour les 49 000 qui n'étaient pas revenus de Russie. Le capitaine des Villaquois, devenu enseignant après la guerre, assistait chaque année à la cérémonie. Il apportait la liste de son bataillon. 800 noms. 727 barrés. Les morts. Il lisait leurs noms à voix haute. Chacun. 727 noms. Cela prenait 1 heure. Mais il les lisait, chaque année, jusqu'à sa mort en 2008. Il leur avait promis de se souvenir, toujours. 50e anniversaire de la marche de la mort, un groupe de vétérans, 20 personnes, âge moyen 75 ans, se rendit en Russie. Pour refaire l'itinéraire de la marche, du Don à Valouiki, 500 km. Ils ne marchèrent pas, ils prirent un bus. S'arrêtaient aux endroits où la colonne s'était arrêtée 50 ans plus tôt. Dans le village d'Arbouzovka, les habitants les accueillirent, leur montrèrent l'endroit où les Italiens avaient passé la nuit en janvier 1943. Leur montrèrent la fosse commune. 320 Italiens, morts en 1 nuit, enterrés ensemble, sans croix, sans nom, juste un monticule de terre. Les vétérans déposèrent des fleurs, se tarent en silence, pleurèrent. Sur le fleuve Oskol, où 237 personnes s'étaient noyées, un monument fut érigé, une croix en granit noir. L'inscription « Ici, en janvier 1943, périrent 237 alpini italiens, passant à travers la glace en traversant le fleuve Oskol. Mémoire éternelle. » Les vétérans déposèrent une couronne. Le sergent Ricci, 73 ans, s'agenouilla sur la glace, posa la main sur la glace, murmura « Camarades, nous nous souvenons de vous. Vous êtes enterrés ici, dans l'eau froide. Mais nous nous souvenons. Toujours. » À Nikolaïevka, où la division Tridentina était morte, se dressait un grand monument, un obélisque en pierre avec des monts. Des milliers de noms. Ceux qui étaient morts au combat le 6 février 1943. Les vétérans marchaient le long de l'obélisque, lisaient les noms, cherchaient des connaissances. En trouvaient, pleuraient. Le voilà, mon ami. Giovanni Rossi, tué ici. Il avait 22 ans. J'avais promis à sa mère de le ramener. Je ne l'ai pas fait. Pardonne-moi, Giovanni. Année 2010-2020. Les derniers vétérans de la marche de la mort s'éteignaient. En 2020, il n'en restait plus un seul. Tous étaient morts. Une époque s'achevait, plus de témoins vivants. Ne restaient que les livres, les documents, les photos, et la mémoire des descendants. Les petits-enfants et arrière-petits-enfants des vétérans perpétuent la tradition. Chaque année, le 16 janvier, ils se rassemblent devant les monuments, déposent des fleurs, racontent les histoires de leurs aïeux. Mon grand-père a fait la marche de la mort, 500 km dans la neige, à pied, sans chaussures, par -30. Il a survécu, mais 727 de ses camarades sont morts. Il s'en est souvenu toute sa vie, chaque nom, et je m'en souviens maintenant. Aujourd'hui, 82 ans plus tard, des monuments aux alpinis se dressent en Italie, dans chaque ville, chaque village. Sur chacun, des noms, des milliers de noms. Ceux qui ne sont pas revenus de Russie. La marche de la mort est devenue un symbole, le symbole de la souffrance des alpinis, mais aussi le symbole de la trahison. Les Allemands ont pris tous les camions pour eux, ont laissé les Italiens marcher à pied, mourir dans la neige. Cette trahison, les Italiens ne l'ont pas oubliée, pas pardonnée, jusqu'à aujourd'hui. En Russie, le long de l'itinéraire de la marche de la mort se dressent des monuments, aux Italiens et aux Russes morts dans ces combats, des inscriptions en russe et en italien. La guerre est une tragédie pour tous. Nous nous souvenons des morts, nous honorons leur mémoire. Ne répétons pas les erreurs. Des écoliers viennent en visite, apprennent l'histoire. Comment 60 000 Italiens ont marché 500 km dans la neige. Comment 45 000 sont morts. 83% de pertes. L'une des pires catastrophes de la guerre. La marche de la mort nous enseigne que la guerre n'est pas de l'héroïsme. La guerre, c'est la souffrance, la mort, la trahison. 45 000 alpinis ne sont pas morts au combat. Ils sont morts de froid, de faim, de gelure, de maladie. Ils sont morts parce que les Allemands les ont abandonnés, parce que le commandement italien ne les avait pas préparés,
Parce que les politiciens ont déclenché une guerre insensée en Russie. Ils ne sont pas morts pour une grande idée. Ils sont morts pour une erreur. Souvenez-vous des alpinis de la marche de la mort. Souvenez-vous des 45 000 gelés dans la neige. Souvenez-vous qu'ils ont payé un prix terrible pour les erreurs des autres et que leurs souffrances nous apprennent à éviter la guerre. Toujours. À n'importe quel prix. Car le prix de la guerre, ce sont des vies humaines. Des milliers. Des dizaines de milliers. Des millions. Et chaque vie est précieuse.